Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons parler de la diffraction des ondes. Alors, dans un premier temps, on va rester général pour essayer de bien identifier ce qu'est ce phénomène de diffraction, puis voir quand on peut le rencontrer. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on verra un type de diffraction particulière, ce sera la diffraction de la lumière par une fente. Alors, diffraction, c'est un phénomène qui se voit pas beaucoup, mais pourtant, il y a des tas de manifestations de ce phénomène de diffraction dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on écoute derrière une porte. Bon, faut pas le faire, mais on sait bien que sans voir la personne, on peut quand même l'entendre. Si on imagine des rayons lumineux qui partent de la personne qui parle, et sachant qu'on ne la voit pas, ça veut dire que les rayons lumineux ne finissent pas dans vos yeux, hein, ce qui vous empêche de voir la personne. En revanche, le son qu'elle émet, qui pourtant, comme la lumière dans un premier temps part en ligne droite, ce son, vous l'entendez. C'est la preuve que, au passage de la porte, le son change de direction. Et bien, ce changement de direction, c'est une des manifestations du phénomène de diffraction. Chaque fois qu'une onde va rencontrer un obstacle, elle va avoir des propriétés qui se modifient. Ça peut être donc le changement de direction, ça peut être aussi une amplitude qui varie en fonction de l'endroit où on se place derrière l'obstacle. Voilà, tout ça, c'est le phénomène de diffraction. Autre manifestation concrète du phénomène de diffraction, cette fois-ci avec des vagues. Il existe des plages qui sont déjà très belles, mais qui paraissent creusées quasiment à la main au cordeau. C'est-à-dire avoir dans la nature une forme aussi parfaite, forme circulaire aussi parfaite, ça paraît incroyable. Et pourtant, c'est le phénomène de diffraction qui le réalise. Vous avez des vagues qui arrivent ici au niveau de la digue naturelle, donc entre ces deux pointes, et au moment où les vagues arrivent sur la digue, qui constitue un obstacle, elles vont changer de direction. Donc les vagues avaient un front d'onde linéaire avant d'arriver, c'est-à-dire elles arrivent de la pleine mer jusqu'à la digue, sous forme de vagues, donc, formant des lignes droites, et au passage de l'obstacle, donc de la digue, les vagues se transforment en vagues circulaires. Et puis ensuite, le phénomène d'érosion fait son œuvre, et on se retrouve avec une plage avec une forme parfaitement circulaire. Ça aussi, c'est une manifestation du phénomène de diffraction. On va donc retenir que le phénomène de diffraction, c'est tout ce qui entoure le passage d'une onde autour d'un obstacle. Alors attention, ça ne marche pas avec n'importe quelle onde, n'importe quel obstacle. Il faut que l'onde et l'obstacle aient une propriété commune, c'est leur taille. C'est-à-dire que la longueur d'onde de l'onde qui va être diffractée doit être assez proche de la taille de l'obstacle qu'elle va rencontrer. Si je reviens sur cette image-là, ça marche parce que les vagues dans la mer, d'une vague à l'autre, il y a quelques dizaines de mètres, quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, et là, la digue naturelle a également une taille qui est de l'ordre de la dizaine de mètres. Et donc, la taille de l'obstacle et la longueur d'onde des ondes qui va diffracter est adaptée. Ça ne marcherait pas, par exemple, si on faisait arriver sur cette digue un son. Le son ne serait pas diffracté parce qu'un son, ça a une longueur d'onde caractéristique de quelques dizaines de centimètres. L'obstacle ici, donc la digue, qui fait plusieurs dizaines de mètres, n'aurait pas une taille adaptée. Il faut que la longueur d'onde soit le plus proche possible de la taille de l'obstacle, ou l'inverse, pour que ça fonctionne bien. Alors avec les ondes lumineuses, qui ont des longueurs d'onde extrêmement faibles, ça veut dire qu'en fait, ce phénomène de diffraction va se matérialiser que pour des obstacles extrêmement fins. Donc on réalisera en TP par exemple la diffraction par une fente très fine, ou par un fil très fin, un cheveu par exemple. Là on peut observer la diffraction. Par contre, si je reviens à l'exemple de la porte, pourquoi la lumière n'est pas diffractée par la porte? Parce que la porte est beaucoup trop large, elle a une taille beaucoup trop importante par rapport à la longueur d'onde caractéristique de la lumière. Voilà, on a donc défini de manière générale ce qu'est la diffraction. Maintenant, on va regarder plus particulièrement ce dont je parlais, c'est-à-dire la diffraction de la lumière par une fente très fine. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, si on place une fente verticalement, cette fente va diffracter la lumière et va l'étaler sur le plan horizontal. C'est ce dont on se rend compte ici.
Ça c'est l'image d'un écran sur lequel on a projeté la lumière diffractée par une fente. On obtient un étalement de la lumière sur le plan horizontal, parce que la fente avait été placée verticalement. Et en regardant de près, on voit que cet étalement de lumière n'est pas homogène. Il y a des zones très éclairées et des zones carrément sombres, ce qui définit une série de pointillés, de taches lumineuses, avec une tache particulière, c'est celle du centre, qui est beaucoup plus lumineuse et aussi plus large que les autres. Et ensuite, on a des taches secondaires qui sont de moins en moins lumineuses au fur et à mesure qu'on s'écarte du centre, mais par contre qui ont toutes la même taille. Si on compare les tailles de la tache centrale et des taches secondaires, on se rend compte que la tache centrale a une taille double par rapport aux taches secondaires. Et on va surtout s'intéresser à la tache secondaire, la tache principale, donc celle qui est très lumineuse et qui a une taille double par rapport aux autres, parce que on va définir l'angle qui correspond à la première extinction par rapport à cette tache. Donc on le voit mieux ici sur ce schéma-là. Vous avez la lumière incidente qui arrive sur la fente qui est vue d'au-dessus. Donc la fente vue de dessus, en fait, c'est juste un petit trou. Mais en fait, ce trou a une profondeur, donc ça correspond à une fente. Et sur l'écran au loin, vous avez la série de pointillés avec la tache centrale qui est 2 fois plus grande. Lors de la première extinction, c'est-à-dire le bord gauche ou droit de la tache centrale lumineuse, on va définir l'angle θ, qui est le premier angle d'extinction. Ensuite, évidemment, sur la tache secondaire, vous avez le deuxième angle d'extinction, puis le troisième, et puis vous avez la partie symétrique en dessous, puisque la figure est totalement symétrique entre le haut et le bas. Cet angle de première extinction, qu'on appelle l'écart angulaire θ, donc qui est, je le rappelle ici, l'angle entre la direction normale de la lumière qui n'aurait pas été diffractée, c'est-à-dire le centre de la tache centrale, et le lieu de la première extinction, c'est-à-dire le bout de la tache centrale. Cet angle θ, on peut démontrer qu'il vaut lambda, la longueur d'onde de la lumière, divisé par A, la largeur de la fente qui a été placée ici. On le vérifiera en TP, mais ici c'est une formule qu'il faudra évidemment apprendre. En termes d'unité, longueur d'onde et largeur de fente s'exprimeront tous les deux en mètres. Alors, bien sûr, il y a les sous-multiples qui sont fréquemment utilisés, comme le nanomètre par exemple, mais dans le calcul, il faudra utiliser des mètres. Mètre sur mètre, ça ne fait pas d'unité. Ça veut dire que l'angle, il est en radian. Le radian est en fait une fausse unité. C'est juste pour préciser qu'on calcule un angle, mais le radian n'est pas réellement une unité. Donc θ en radian vaut lambda sur A. Voilà, formule qu'on vérifiera en TP et puis qu'ensuite on utilisera dans les exercices. Bien se rappeler que cette formule n'est valable que pour une diffraction par une fente. Alors de la lumière ou autre chose, ça pourrait être un son, ça pourrait être des vagues, etc. Pourvu que ce soit une fente. Si par exemple on remplace la fente par un trou, ce qui n'est pas la même chose, c'est plus la même formule. Ensuite, chose mémotechnique que l'on peut retenir grâce à cette formule. Lambda sur A, on a dit tout à l'heure que plus lambda, que si A, la taille de la fente était trop grande, alors le phénomène de diffraction n'avait pas lieu. Bah oui, parce que si on divise lambda, donc une longueur d'onde, par un nombre qui est beaucoup plus grand que lambda, bah on va avoir un angle θ qui vaut 0. Et avec un angle θ qui vaut 0, ça veut dire que la diffraction n'a pas eu lieu, et qu'on aurait sur l'écran uniquement un spot de lumière, c'est-à-dire pas de diffraction. Ensuite, on peut vérifier grâce à la formule que plus A est faible, bah, plus θ sera grand. Là aussi, on va dans le sens de ce qui a été dit au départ. Plus la taille de la fente se rapproche de la longueur d'onde, et plus le phénomène de diffraction est important. Donc, cette formule est cohérente avec tout ce qu'on a dit. Et puis, chose qui sert assez souvent dans les exercices, pas oublier la trigonométrie, les calculs mathématiques qu'on peut faire grâce à la trigonométrie. Ici, vous avez un triangle rectangle et on peut donc exprimer l'angle θ grâce aux formules trigonométriques, notamment la tangente, puisque tangente c'est côté opposé sur côté adjacent. Le côté adjacent, c'est la distance entre la fente et l'écran, et le côté opposé, eh bien, opposé à l'angle θ, c'est la demi-tâche centrale, c'est-à-dire la largeur de la tâche divisée par 2. Et donc la formule qu'on a vue précédemment peut se développer différemment. On a θ égale lambda sur A, mais comme tangente θ,
qui pour les petits angles vaut à peu près θ vaut L sur 2 sur D, eh bien on peut avoir une autre formule. Voilà pour ce qui concerne la diffraction.